Nous avons voyagé en Europe de l'Est. Nous sommes allés en Pologne et en Tchécoslovaquie. Nous vivions à Berlin-Ouest quand le mur est tombé. J'ai commencé La Servante écarlate sur une machine à écrire allemande de location. Quand j'étais adolescente, j'ai lu Le meilleur des mondes. J'ai lu 1984 dès sa publication. J'ai toujours voulu écrire une dystopie, moi aussi. La plupart de celles qui existaient reflétaient le point de vue des hommes. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de prendre une société dystopique, de changer la donne et de la décrire depuis la perspective d'une femme. Une chaise, une table, une lampe. There's a window with white curtains. And the glass is shatterproof, but it isn't running away they're afraid of. A handmaid wouldn't get far. It's those other escapes. The ones you can open in yourself, given a cutting edge. Or a twisted sheet in a chandelier. Ce que j'écrivais était terrifiant. C'est pour ça qu'il effraie les gens. Ils savent que nous ne sommes pas loin de ce qui pourrait arriver si ce genre de personnes prenait le pouvoir. I'm grasping at straws, I know. Straws can be useful. Je m'étais fixé une règle. Le roman ne devait contenir que des éléments qui ont réellement existé à un moment donné de l'histoire. J'ai donc entrepris énormément de recherches. J'ai voulu mettre en place cette règle pour que personne ne puisse dire que j'avais l'esprit tordu et que j'avais inventé toutes ces horreurs. Je n'ai rien inventé. Ces choses se sont passées au milieu des années 1980, du vrai lavage de cerveau. Les disciples d'une secte de 1100 membres soumettent les femmes, dissuadent les contacts avec les non-membres, arrangent les mariages. Les femmes des coordinateurs sont appelées des servantes. Je ne l'ai pas inventé. En Roumanie, Ceausescu avait exigé que chaque femme ait 4 enfants. Il leur distribuait des tests de grossesse tous les mois. Et si elle n'était pas enceinte, elle devait se justifier. Et donc, les familles donnaient naissance à des enfants dont elles ne pouvaient pas s'occuper et qui partaient en orphelinat. Sous Hitler, il y avait des mères porteuses. Si vous étiez un soldat SS, vous pouviez avoir plusieurs femmes afin de produire encore plus de petits SS. Tout est parti d'un groupe de personnes qui trouvaient que les femmes devaient retourner dans leur chaumière. Mais comment les y obliger? Il faudrait revenir sur les progrès dont elles ont bénéficié en termes d'indépendance financière au cours des 150 dernières années. Elles n'avaient au départ aucun contrôle sur leur propre argent. Puis, au XXe et XXIe siècle, elles ont eu le droit de gérer leur argent, d'avoir leur propre compte en banque et leur propre maison. Comment faire pour les enfermer à nouveau à la maison? Leur couper l'accès à leur argent. Si on le veut, bloquer l'accès aux cartes de crédit, c'est malheureusement facile et très rapide à faire. Only one bad review in 25, a book already in the top 10 of many important American bestseller lists, an honorary chair at a major American university, critical acclaim and adoring fans. Margaret Atwood has struck again. And how does she feel about this newfound U.S. fame? Pleasant. In my Canadian understated way, I can say it makes me feel quite good. La Servante écarlate a été adaptée au cinéma. Le jeu des actrices est excellent. Natasha Richardson et Faye Dunaway étaient fantastiques. Harold Pinter a écrit le scénario. Il avait écrit une voix off pour Natasha qui a été enregistrée, mais qui finalement n'a pas été gardée, ce qui est une erreur selon moi.
Parce que c'est difficile de jouer uniquement avec son visage. Notamment pour quelqu'un qui ne montre rien, mais qui bout de l'intérieur. La visite de Margaret en Caroline du Nord, lorsque nous tournions sur le campus de l'université Duke, a été un moment vraiment extraordinaire. C'était le jour où l'on tournait la scène de la pendaison sur le campus en face de la cathédrale. Elle a dit « Mais vous allez vous créer des problèmes avec tout ça ». Je lui ai répondu « Mais c'est tel que vous l'avez écrit, vous savez ». D'un seul coup, tout devenait vraiment réel à ses yeux. Il tournait la scène de la pendaison et, à l'instant précis où il pendait la pauvre servante, un cortège nuptial est sorti de la chapelle. Il s'agissait certes d'une répétition pour un mariage, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Ils ont fait un travail remarquable. Mais soyons bien clairs, la série n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de nombreuses personnes. You will bear children for them. Pour l'uniforme, je me suis inspirée des religieuses, bien sûr, mais aussi de l'image du produit nettoyant des années 1940, The Old Dutch Cleanser. Cette femme a l'air redoutable. Elle tient un bâton, chasse la saleté, et elle porte une coiffe qui lui cache le visage. C'est une image qui a bercé mon enfance par son côté mystérieux. Les accessoires comme les chapeaux, les casquettes, les lunettes de soleil, tout ce qui dissimule le visage de l'actrice ou de l'acteur est souvent proscrit au cinéma. Comme on a investi de l'argent pour engager cette personne, il faut qu'on la voie. Elizabeth Moss, en l'occurrence. Mais dans le roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate, la coiffe joue un rôle essentiel. Je voulais vraiment respecter ça. J'en avais secrètement fait fabriquer 5 que j'ai emmenés avec moi à New York, où j'allais rencontrer Elizabeth Moss. Je voulais les lui faire essayer. Je lui ai demandé de se tourner lentement vers la caméra. C'était le plus beau panoramique jamais tourné, en référence à l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Parmi ce qui a été le plus gratifiant avec cette série, c'est de voir des gens du monde entier manifester en portant cet uniforme. Il est devenu un symbole de l'oppression et de la résistance. Lorsqu'on voit la robe rouge et les coiffes blanches, on sait tout de suite ce que la personne veut exprimer et ce qu'elle défend. La plus grande leçon qu'on peut tirer de La Servante écarlate, c'est lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont ignoré les signes avant-coureurs. Ils ont trop attendu. Ici, dans ce pays, les choses sont déjà allées trop loin. Nous regrettons avec nostalgie notre liberté démocratique. Elle est menacée, non seulement par la droite, mais aussi par l'extrême gauche. La période la plus propice est le juste équilibre, bien au milieu, lorsque le pendule n'est allé ni trop loin à droite, ni trop loin à gauche. C'est dans cette partie centrale qu'il y a le moins de risque d'assister à des lynchages ou à des mises au bûcher. Dans les testaments, on est face à une structure plus complexe que dans La Servante écarlate. Il n'y a pas de narrateur. Un des personnages est une jeune femme qui a grandi à Galahad et qui est vêtue d'une robe vert vif. Sur la 4e de couverture, c'est l'image d'une femme de notre culture, du futur. Elle a une silhouette bien différente. C'est ce qui m'a motivée à écrire ce roman. Tout comme les années 1980 m'avaient inspiré La Servante écarlate, au moment où les tendances se mettaient à s'inverser aussi. Le public a un désir très profond de rencontrer Margaret Atwood, parce qu'elle a bouleversé la vie de beaucoup de gens. De manière à la fois tragique et remarquable, elle décrit certains courants politiques tout aussi alarmants et troublants les uns que les autres. Elle a une pertinence universelle. Sa voix fait écho aujourd'hui encore, et même plus qu'il y a 20 ou 30 ans.
Cher Dieu, toi qui as créé l'immense et vaste océan et ses innombrables créatures, nous prions pour que tu veilles sur ceux qui demeurent dans ton jardin sous-marin, d'où la vie tient son origine. Et nous prions pour qu'aucun d'eux ne disparaisse de la terre par la main de l'homme. Laisse-les naître encore, et pardonne-nous nos meurtres océaniques, notre sottise, notre arrogance et notre facette destructrice, et aide-nous à accepter en toute humilité notre parenté avec les poissons, qui nous semblent limités et sots, car à tes yeux, nous sommes tous limités et sots. Son œuvre a toujours contenu une critique directe du caractère destructeur de l'homme. Dans la trilogie Mad Adam, elle le crie haut et fort. Elle veut nous faire comprendre à quel point notre planète en souffre et à quel point notre société et ses habitudes destructrices représentent un véritable danger. Si nous continuons dans cette voie, la plus grande menace pour notre espèce sera l'assèchement des océans. Nous ne sommes pas des plantes. Et donc, c'est un danger, car nous avons besoin d'oxygène. 60 à 80% de l'oxygène que nous inhalons provient des algues. Si les océans meurent, nous mourrons d'asphyxie.